Salut à toi, Saint-Flour, âpre cité du vent. Ce vagabond de la planète désertique t'aime d'un vieil amour farouche et décevant. Ô guerrière qui meurt sur ton roc basaltique. Puisqu'on oublie, eh bien, je la dirai ta gloire. Sentinelle perdue, indomptable cité, 20 sièges, sans assaut, jalonne ton histoire, ce miracle d'auvergnate ténacité. Anglais sournois, routier surgis par les nuits noires, bandits, barons pillards, huguenots révoltés, t'ont forgé maille à maille un collier de victoire. Non pas une défaite et pas de lâcheté. Ton air salubre était irrespirable aux traîtres. Tu gardais pur le sang des Celtes tes ancêtres. Nul ne te prit jamais de force que le vent. Comme un lac montagnard qu'emplit l'eau des orages, la coupe de tes murs débordait de courage. Saint-Flour, je te salue, âpre cité du vent. Gandillon, gendarme. Saint-Flour, ville-étape, située à mi-chemin sur l'axe nord-sud Paris-Barcelone. Saint-Flour, ville d'accueil où se conjugue le calme, le confort, le plaisir de la détente dans un cadre médiéval exceptionnel et la convivialité d'une ville à la campagne. Mais Saint-Flour, capitale de la Haute-Auvergne et sous-préfecture du Cantal, a une histoire, jonchée de mystères et de légendes que nous allons essayer de vous raconter. Je suis Florus, saint fondateur de la ville, et je vais vous accompagner dans une promenade au cœur de ma cité et vous narrer son histoire. Je venais de Lodève pour évangéliser cette partie de l'Auvergne païenne. Poursuivi par des brigands, je me trouvais devant une muraille infranchissable. Désespéré d'échouer si près du but, je me mis à genoux pour implorer le ciel. En me relevant, je pris appui de la main droite sur le rocher, qui s'ouvrit, me permettant d'accéder au sommet du mont Indiciac. L'empreinte de ma main resta imprimée dans le rocher. Elle attira longtemps l'attention des pèlerins et des passants. Appelée Grande Plaça au Moyen-Âge, place Gambetta et enfin place d'Armes, ce lieu est le cœur de la cité vers lequel convergent toutes les rues principales, mais aussi où s'ordonnent tous les édifices publics, religieux et historiques de la ville. De mon vivant, à cet endroit, j'avais fait bâtir un petit oratoire du nom de Stella. À ma mort, mes compagnons construisirent une chapelle pour déposer ma dépouille. L'affluence des pèlerins fut telle qu'une église romane fut construite dès 1025. Malgré des réparations, l'église tomba en ruine. Elle fut remplacée par une cathédrale digne de ce nom.
Les travaux commencèrent en 1400 et elle fut consacrée en 1466. À cette époque, 4 tours trônent sur la grande place. Malheureusement, la Révolution arrive avec ses vandalismes et ses vols. D'ailleurs, le monument s'en releva péniblement. D'importants travaux de restauration furent entrepris. En 1906, elle fut classée monument historique. Cet édifice paraît austère, comme un château fort, construit en pierre de la région. Sa façade orientale, ornée par la statue depuis 1947, est encadrée par 2 tours de dimensions différentes. La tour sud était utilisée comme habitation et de prison épiscopale. La tour nord est encore utilisée comme clocher. Elle contient 5 cloches qui sont accessibles grâce à un escalier. Cette chasse de 1897 contient mes ossements. Elle représente les villes de Mauriac et de Murat pour les 2 anges à genoux soutenant le sarcophage. Les 2 autres anges représentent Saint-Flour et Aurillac, portant la couronne et les palmes du triomphe. Dans la même chapelle se trouve un bas-relief représentant le jugement dernier et devant celui-ci, un splendide Christ au tombeau de 1842. Ce Christ est un chef-d'œuvre du XIIIe siècle, classé monument historique et unique en France, bien que certains des éléments de sa structure se situent à des périodes ultérieures. Cette Pietà du XVe siècle représente la mère des douleurs. Elle se trouvait précédemment en façade de la chapelle des Pénitents Noirs. Elle a retrouvé depuis sa polychromie d'origine. La chaire de 1868 est surmontée d'une statue de Saint Jean-Baptiste, montrant de la main droite le maître-autel. En dessous de l'orgue se trouve une fresque du jugement dernier, découverte sous le badigeon en 1850, datant de la deuxième moitié du XVe siècle. À gauche, le purgatoire, à droite, l'enfer. Seul vestige du prieuré, fondé par Odilon de Mercœur, la salle capitulaire accueille le trésor de la cathédrale. Et sur les murs, peints en majorité par le peintre Édouard Oncelot, des portraits des anciens évêques de Saint-Flour, sur commande de Monseigneur Lyonnais. Parmi les magnifiques pièces d'orfèvrerie, ciboire, patène en verre de la Margeride, crosse et anneaux pastoraux. 2 objets remarquables, un lion en cristal de roche, ramené par un crozet au Xe siècle, et une chasse carolingienne provenant du prieuré de Bredon.
En ce lieu se trouvait au Moyen-Âge le château de Brezon, aujourd'hui détruit. Le présent palais a été l'habitat des évêques seigneurs durant de nombreux siècles. En vertu de la loi de séparation des biens de l'État et de l'Église de 1906, Monseigneur Lecoeur en fut expulsé. Le palais fut transformé en hôtel de ville, tandis que le prélat emménagea plus loin. L'immeuble abrite de nos jours la mairie, mais aussi le musée de la Haute-Auvergne. Édifié à frais communs de 1862 à 1896 pour abriter à la fois la caisse d'épargne et les divers services de la mairie. En 1910, la mairie céda la totalité du bâtiment à la caisse d'épargne. Elle recèle dans la cage d'escalier une peinture murale de 1914, peinte par Gaston Souchon. Du côté droit se trouve l'arrivée de Charles VII par la porte des Tuiles. Du côté gauche, Jean Brisson repousse l'invasion des protestants. Au centre de la représentation de l'écusson de la cité, accosté du château du Saillant et du château d'Aleuze. Au plafond, une allégorie dans laquelle on peut apercevoir notre belle cité. Rivé au roc par un surplomb de 100 mètres au-dessus du vide et contemplant la ville basse, la maison consulaire ressemble à une forteresse, du côté nord, et c'est bien ce qu'elle fut. Témoin actif des combats les plus ardents et les plus significatifs, encadrée dans les murailles, elle vit sous le commandement de Jean Brisson, consul en 1578, se livrer une terrible bataille contre les protestants. Mais que ne vit-elle pas encore bien avant? L'anglais sournois, rôdant toujours de ceci de là, ou attaquant en masse. Les hordes de pillards à la solde de mercenaires dévoués aux factieux de tous bords. L'armée du duc de Berry, frère du roi, qui, par soupçon de trahison, se vit refuser les portes de la cité et dut camper avec ses 800 hommes le long des rives de l'Ander. Tout est inscrit dans ces vieux murs, tous les drapes et toutes les liesses. Ce bâtiment est en lui-même la quintessence de l'histoire de notre ville. La salle des gardes est la première reconstitution historique par Alfred Doué de la vieille mairie. Il a recréé à partir des vitraux, des portes et de la cheminée, trouvé intacte la salle où les soldats venaient à tour de rôle se chauffer, manger, tout en surveillant les remparts. Sur cette petite porte, un bas-relief sur chaîne du XVIIe siècle représente le sacrifice d'Isaac en 3 panneaux. La cheminée est du XVe siècle. La série des magnifiques vitraux est datée 1563-1579 et signée par des maîtres verriers suisses. La salle des consuls est la deuxième reconstitution historique de la vieille mairie par Alfred Doué. C'est là que les consuls gouvernaient la ville, administraient Saint-Flour de 1462 à 1760, en raison de 3 nouveaux élus chaque année.
La porte de la chapelle et la porte d'entrée sont sculptées en bas-relief sur chêne du XVIe siècle. Le coffre en bois à 3 clés obligeait la présence des 3 consuls pour son ouverture. Voici un parchemin de 1360 avec le sceau des 3 consuls. Assis sur le coffre, les 3 consuls sont surmontés de la phrase Concilium Sanctiflori et elle-même rehaussée d'une fleur de lys, emblème royal accosté de la lune et du soleil. Le coffre où les consuls rangeaient leurs habits de cérémonie. On s'aperçoit de la raison pour laquelle les consuls avaient acheté cette maison. Elle constituait un poste avancé de combat contre l'ennemi que l'on voyait arriver de loin. D'ici partait un souterrain emprunté par les protestants lors de l'attaque de 1578. Il fut repoussé violemment par Jean Brisson et ses troupes. C'est à la patiente ténacité et à la générosité de la caisse d'épargne que l'œuvre commencée par le fondateur Alfred Douai a pu être menée à son achèvement. Ce nom proviendrait de la déformation du nom Teul qui signifie en patois conduite d'eau. En effet, au Moyen-Âge, un des égouts de la ville se déversait en ce lieu. Averti d'un complot qui se tramait contre lui, Charles VII entre par cette porte le 14 mai 1437. Les dépenses occasionnées lors de cette visite sont mentionnées dans ce registre des comptes consulaires écrit en occitan. Ces registres proviennent des archives municipales qui possèdent 58 registres pour la période de 1376 à 1460. L'évêque étant accusé de collaboration avec l'ennemi, la porte des Roches, longtemps murée, fut réouverte à la circulation en 1395 à la demande des consuls. Par cette délibération du 6 juin 1767, le maire Claude de Soret de Montlouis annonce à l'Assemblée que M. de Ribeil, évêque seigneur, connaissant les difficultés financières que rencontre la ville pour l'ouverture d'une porte, permettant ainsi l'aboutissement du nouveau chemin qui rejoint le faubourg à la cité, offre de faire les frais de cette nouvelle construction.
Cet emplacement a été choisi pour une raison de commodité. Les deux autres portes, déjà existantes, ne débouchant que dans des rues exiguës, ne permettant pas le passage des voitures. À la Révolution, les montagnards aurillacois suspectent les Saint-Florins de peu d'ardeur révolutionnaire. Châteauneuf de Ranton, représentant du peuple, fit démolir une partie des remparts et fit disparaître tout lien de féodalité. Ancienne église de la collégiale Notre-Dame, elle devint en 1791 à l'Aublé, grenier aigrin. Les chapelles latérales, vendues à la Révolution comme biens nationaux, sont aujourd'hui propriété privée, abritant divers magasins. Une fontaine à macarons occupe l'emplacement d'une chapelle démolie. Taillée dans la pierre, une statue représente l'arbre de Jésus. Le roi David, couronné, tient dans ses bras l'enfant Jésus. Ancienne chapelle des Dominicains ou Jacobins, seul couvent d'hommes fondé en 1353, elle connut une histoire agitée. Primitivement dédiée à Saint Jean-Baptiste, c'est seulement au XIXe siècle qu'elle fut appelée Église Saint-Vincent. Elle joua un rôle important durant la Révolution, car elle accueillit le 22 mars 1789 l'Assemblée des États généraux de la Haute-Auvergne. Son clocher fut démoli en 1794. Propriété des francs-maçons, elle devient église paroissiale de 1804 à 1920. Aujourd'hui désaffectée, classée monument historique, elle sert de salle d'exposition. Ces fresques du XVe siècle ont été retrouvées et restaurées en 1997.
but de ces confréries, établies à Saint-Flour à la fin du XVIe siècle, était à la fois religieux et philanthropique. Il était de règle de procurer tous les secours aux confrères qui étaient dans la misère. Toutes les classes sociales pouvaient accéder à la confrérie. Chacune possédait sa chapelle pour assister aux offices religieux. Le jour du vendredi saint, tous les instruments de la Passion étaient portés en procession jusqu'au calvaire. Ces institutions ont été supprimées par décret de l'Assemblée législative d'août 1792. Située du côté du rempart nord, la corporation des bouchers s'y était installée. C'est la rue la plus froide de la ville, ce qui permettait une meilleure conservation de la viande. C'était la rue des Nobles. A priori, le nom de Sorel pourrait provenir d'une famille de notables, les Sorel, dont l'origine remonte au XIIe siècle. En son début se trouve la sous-préfecture, ancien hôtel particulier des Spies. Spies-d'Éther fut maire de Saint-Flour de 1773 à 1790. Ce nom pourrait provenir de l'occitan born, déformé en broye, qui voudrait dire borne, car cette rue, au Moyen-Âge, partait de la place d'Armes et aboutissait dans le rempart, sans aucune ouverture. C'était donc une impasse. C'est la rue la plus commerçante de la ville. Elle comptait au XVIIIe siècle pas moins de 34 marchands. En 1380, 11 notables sur 36 avaient élu domicile dans celle-ci. Au numéro 31, la maison du gouverneur, d'une architecture de style Renaissance. Fenêtres à meneaux et machicoulis. Ce nom pourrait provenir de l'affleurement de la nappe phréatique qui inondait souvent les caves des maisons. Une autre possibilité se profile, au Moyen-Âge, la présence en son début de fossés d'un rôle défensif pour le rempart.
Cette rue était fortement artisanale au Moyen Âge. Des potiers et des tisserands y avaient élu domicile. On peut en voir quelques traces. Fenêtres à large rebord qui servaient probablement d'étal pour leurs marchandises. Les statues sont encore présentes dans leur niche. Pour la petite histoire, avant d'enfourner la poterie, les potiers allaient allumer des cierges au pied d'une des deux statues pour que la cuisson soit parfaite. Créées au XVIIe siècle, les promenades sont restées durant longtemps un lieu de rencontre et d'échange. Dans leur prolongement, on peut découvrir la statue du président Pompidou qui leur a donné son nom. Édifiée place d'Armes en 1892, elle fit parler les gens, mais aussi fait écrire. Un journal de l'époque écrivait ces mots. Ce matin est arrivée à l'hôtel de ville la statue qui doit surmonter la fontaine que notre municipalité va faire ériger sur la place d'Armes. Les personnes qui venaient la contempler pouvaient apercevoir à travers les planches de l'emballage une nudité de grandeur naturelle, à laquelle la plus vulgaire feuille de vigne faisait complètement défaut. En se retirant, les visiteurs protestaient avec raison contre pareille indécence. Et nous croyons être l'écho de l'opinion publique en disant à nos édiles « Oh de grâce, messieurs, un voile s'il vous plaît ». En 1821, lors de la construction du monument aux morts, la statue émit court-spice des termes. Les octrois sont des bureaux de perception d'un droit d'entrée dans la ville. En 1815, Saint-Flour en compte 4. Quelques tarifs d'octroi de 1801 annoncent les tarifs suivants. 105 litres d'eau de vie, 7 francs 50. 211 litres de bière, 2 francs. Un bœuf, 3 francs. Un cochon, 3 francs. Huile d'olive, 2 francs 50. Café, 2 francs 50. Sucre, 2 francs 50. Un char de paille, 80 francs 50. Le savon, 1 franc 25. Le tabac, 5 francs. Cet étonnant phénomène naturel provenant probablement d'une coulée de lave. Ces orgues ont servi pendant de longues années de matériaux de construction. L'Ander, le Raisonné et le Vandaise, enjambés par deux ponts, sont les éléments principaux et vitaux de la ville basse. Le pont vieux est un monument chargé d'histoire datant probablement du XIe siècle. Sur le pilier central se trouvait une petite maisonnette appelée recluserie où se laissait volontairement enfermer un homme ou une femme qui priait pour protéger la ville des maladies et des guerres. Dans ce parchemin du 25 mars 1370, Béatrix Séminole, nouvelle recluse, est présentée par les consuls à l'évêque seigneur de la cité.
Au XVe siècle, le pont montre des signes de faiblesse. Une restauration est entreprise. Dans ce registre de compte consulaire de l'année 1405, est mentionné le salaire versé aux ouvriers chargés de la restauration et les sommes allouées à des personnes ayant cédé des pierres de taille provenant de leurs maisons détruites par des bandes de routiers. Le pont neuf, construit au milieu du XIXe siècle pour améliorer une circulation dense que ne permettait plus l'étroitesse du pont vieux. Environ une vingtaine de tanneries étaient installées dans le quartier du Raisonnet. Les maisons de forme caractéristique par leurs larges fenêtres à double barreau permettaient de sécher les peaux. Aujourd'hui, plus aucune tannerie ne subsiste. Ces dernières années, les berges du Lander ont été aménagées ainsi que la place de la Liberté. À l'aplomb du faubourg, le plateau de la Chaumette, une formation d'origine volcanique dont les grottes sont situées en contrebas, servait de mouroir aux pestiférés. Ce site se caractérise par une croix de basalte, taillée d'un seul bloc en forme de trait, dont le fût est curieusement pourvu d'une statue d'évêque. Petit oratoire situé sur un promontoire à l'ouest de la ville, devenu lieu fortifié pendant la guerre de Cent Ans, il a permis aux Saint-Florins de surveiller les troupes anglaises et les bandes de routiers qui infestaient la région. La peste y engendre l'installation d'une infirmerie. Pour combattre le fléau, les consuls firent le vœu de se rendre au calvaire en pèlerinage chaque année. Pendant la Révolution, la petite chapelle fut trouée par les canons. Dans cette lettre, un riche commerçant du nom de Traval voulait faire construire sur les ruines un moulin à vent. Heureusement pour la chapelle, cette autorisation ne fut jamais donnée. Elle fut reconstruite au XIXe siècle. La ville de Saint-Flour, par son riche passé, par la qualité de son architecture, par son patrimoine exceptionnel, mais aussi par la qualité de ses sites et de son environnement immédiat, fait de cette région et de cette ville une cité rayonnante, très connue à l'extérieur, et qui aujourd'hui est ouverte à de nouveaux échanges. Alors c'est une nouvelle carte, mais une nouvelle carte qui sera en fait fondée, je crois, sur deux choses. La tradition, avec l'histoire bien sûr, mais aussi la modernité, avec aujourd'hui un pays ouvert, avec cette autoroute A75 qui vient ici à 500 km de Paris, 500 km de Barcelone. Je crois que c'est une chance exceptionnelle pour notre cité, comme pour le pays de Saint-Flour, et une chance qui, je crois, est saisie par de nombreux initiateurs de projets qui, je crois, montrent leur dynamisme, que ce soit dans le domaine du tourisme, que ce soit dans le domaine de l'économie, ou encore dans le domaine des nombreuses activités que l'on peut trouver aujourd'hui à Saint-Flour.
Ainsi s'achève cette promenade au sein des rues de Saint-Flour, au sein des sites exceptionnels qu'offre Saint-Flour, mais aussi au fil de l'histoire de cette cité magnifique qui a été longtemps capitale de la Haute-Auvergne. Je voudrais tout simplement remercier les élèves du lycée agricole Louis Mallet qui sont à l'origine de cette belle initiative. Il s'agit de Patrice Boulard, de Céline Garrido, de Pierre Pichot, de Laurence Vigier, encadrés par leur professeur René Pellissier. Je crois que cette équipe a fait un travail fantastique qui permettra à chacun peut-être de mieux connaître certains côtés de notre ville, de notre cité, de mieux en connaître les atouts, les richesses. Et puis je crois aussi que cette cassette aura un autre intérêt majeur pour chacun, c'est de montrer que l'enseignement agricole aujourd'hui est ouvert sur son environnement socio-culturel et que les élèves de ce lycée s'intéressent au contexte dans lequel ils vivent pour mieux en découvrir l'identité, mieux en découvrir les richesses. Et je crois que c'est une démarche très intéressante qu'il faut encourager. Voilà, félicitations à tous et puis bon travail pour la suite.